Bienvenue sur le podcast du Village des Naissances, Entreprendre en périnatalité. Le podcast qui fait entendre les voix de celles et ceux qui accompagnent les familles et les bébés. Aujourd'hui, on reçoit Franck, ostéopathe spécialisé en pédiatrie et en parentalité. Donc bonjour Franck et merci d'intervenir sur cet épisode pour le métier d'ostéopathe. Bonjour, je suis très content d'être là pour parler de ce magnifique métier. Je vais commencer par te demander de dire un petit peu qui tu es et le métier que tu fais aujourd'hui et depuis combien de temps et dans quelle ville, s'il te plaît. Alors, moi je suis ostéopathe exclusif depuis 2002. Donc j'ai fait, avant j'étais kiné, j'étais diplômé en 1993 de kiné à Lille. Ensuite après j'ai exercé la profession de kiné pendant quelques années, jusqu'à 2002. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études à Paris, avec quelques stages en Angleterre aussi, parce que en Angleterre, l'ostéopathie est plus reconnue, enfin était plus reconnue qu'en France. D'accord. Ouais. Et donc maintenant, depuis 2002, j'exerce. Alors j'ai exercé pendant plusieurs années à Vitré, donc en Ille-et-Vilaine. Et puis depuis 2021, j'ai ouvert un pôle pluridisciplinaire, mère-enfant, donc à Passé, donc avec un pôle qui rassemble une trentaine de praticiens, tous tournés autour de la pédiatrie et de la parentalité. Le pôle plume. Le pôle plume, exactement. Ouais. Non, un chouette pôle avec des médecins, des pédiatres, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, sages-femmes, ostéo, kiné pédiatrique. Donc plein de professionnels, tous tournés autour de l'enfance. Donc un beau projet. Un beau projet, ça fait maintenant 3 ans, on a ouvert en plein Covid, donc c'était un peu stressant, on a construit le bâtiment, donc c'est un des plus gros pôles privés, parce qu'on est vraiment privé, on n'a eu aucune subvention de la mairie, que ce soit de l'ARS et tout ça, donc on a voulu vraiment que ce soit privé, on a chacun notre pièce. Et puis donc là ça commence à bien tourner, les locaux, on a 740 mètres carrés de locaux. C'est moi qui ai eu l'idée de monter ce pôle. Et donc il a fallu trouver les bonnes personnes et on se rend compte que dans le métier sur les nourrissons, sur le travail des femmes enceintes et tout ça, c'est très féminin. Je suis le seul homme, ça va, elle me respecte. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on retrouve souvent et est-ce que la plupart des ostéopathes spécialisés autour de la femme enceinte ou du bébé sont plutôt des femmes ou... Alors pas forcément, en fait, dans la formation d'ostéo, on a 5 ans. On a 5 ans d'études. Maintenant, avant, à mon époque, on était obligé de passer par kiné, pour avoir l'autorisation de faire des études d'ostéo après. Alors que maintenant, depuis 2010, en fait, il y a des écoles qui se sont ouvertes, et il y en a beaucoup, même peut-être un petit peu trop, là-dessus, parce qu'on commence à avoir beaucoup d'ostéos en France. C'est un problème, on est les champions du monde du nombre d'ostéos par habitant. Ah, je savais pas, ouais. Ouais, on est nombreux. Et donc, on forme les ostéopathes sur 5 années, 5 années en temps plein, alors qu'à mon époque, on était obligé de faire 4 jours par mois, pendant 6 années. Mais bon, c'était logique, alors que là maintenant, c'est vraiment un métier à part entière. On n'est plus obligé de passer par kiné ou par d'autres professions. On peut être directement ostéopathe, diplômé d'ostéopathie, un DO, après ça. Mais sauf que sur ces 5 années d'études, il n'y a pas beaucoup de travail sur les nourrissons. Parce que c'est pas facile, les parents dans les cliniques internes aux écoles, ils ont un petit peu plus de réticence de laisser leur bébé à des jeunes praticiens ou qui ne sont pas encore diplômés. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de formations post-graduées. C'est des formations où des jeunes ostéopathes ou même un petit peu plus âgés qui ont envie de se former un petit peu plus à la pédiatrie, qui viennent après en post-grade, sur des séminaires de 3 à 4 jours. Donc moi j'enseigne là-dessus. Donc ça me fait un peu sillonner la France, à Lyon, en Corse, à Vannes, à Vitré, tout ça, pour justement les aider à s'amuser, parce qu'en fait c'est un métier où on s'amuse tout le temps.
s'amuser à travailler, mais vraiment correctement avec des bébés. Parce qu'on ne laisse pas les bébés à n'importe qui. Bah oui, surtout que c'est un métier où on a cette image de manipulation. Oui, c'est vrai que en fait, dans notre métier, on a plusieurs panels. Il y a ce qu'on appelle le cracking. C'est des techniques qu'on appelle haute vélocité et basse amplitude, pour le côté technique. Mais ça veut dire qu'on entend craquer, sauf que sur les nourrissons, on ne fait pas craquer. C'est tellement souple, tellement libre, qu'on va utiliser justement la force du bébé, cette force interne qui est incroyable, pour pouvoir les corriger. Donc il n'y a aucun cracking justement sur les bébés. C'est des techniques qui sont très très douces, parfois un petit peu impressionnantes aussi pour les parents, parce que de temps en temps on va les remettre dans des positions où ils étaient en intra-utérin, en attendant que ça lâche, en fonction de ce qui nous montre comme problème. Et donc, toi, tu formes les ostéopathes Oui. à cette spécialisation on va dire, de la femme enceinte et du bébé. C'est-à-dire que là, c'est depuis 4 ans maintenant. Enfin, depuis 2010, j'enseigne à l'école, dans une école d'ostéo. Donc, j'enseigne justement la pédiatrie, tout le travail d'ostéopathie sur les femmes enceintes, sur le postpartum. On en parlera après. Et ensuite, après, en parallèle, depuis 4 ans, on m'avait demandé justement, tiens Franck, j'aimerais bien que tu viennes en Corse pour faire un séminaire de pédiatrie, pour former les ostéopathes. Donc j'ai dit ok, volontiers, la Corse c'est pas mal en plus. Donc j'y suis allé, puis de fil en aiguille, on m'a appelé à Lyon, on m'a appelé un petit peu à d'autres endroits. Comme maintenant je fais plus que ça depuis 2021, parce que l'ostéopathie ça soigne tout le monde, ça soigne de 0 jusqu'à 100 ans, voire plus. Et moi, depuis 2021, je me suis dit, j'ai 55 ans, dans les dernières années de ma vie, j'ai envie de me faire vraiment plaisir. Et donc, j'ai réduit ma patientèle, donc je l'ai réduit juste aux bébés, enfin les bébés en pédiatrie. Donc, la pédiatrie, ça va jusqu'à 18 ans. Les grands bébés. Les grands bébés, ouais, donc de 0 à 18 ans. Tous les couples qui ont du mal à avoir des enfants, on en voit de plus en plus, tout ce qui est troubles de fertilité. Le suivi des femmes enceintes en ostéopathie et la première année surtout du postpartum, parce que le postpartum, on sait que ça peut durer 10 ans, 15 ans. Et donc maintenant j'enseigne, je fais des formations postgraduées dessus. D'accord, ok. Juste quand tu dis que tu reçois aussi les couples qui veulent concevoir, tu reçois donc l'homme et la femme? Absolument. Ça veut dire que souvent, malheureusement, c'est souvent la femme qui fait la démarche. Et parfois, on se rend compte de plus en plus qu'il y a des causes féminines, bien sûr, avec tout ce qui est endométriose, SOPK et tout ça. Et on se rend compte que de plus en plus, les spermogrammes des hommes, avec tout ce qui est stress, avec l'alimentation, tout ce qui est perturbateur endocrinien, etc., on voit de plus en plus une diminution au niveau de la qualité du spermogramme. D'accord. Et donc il y a des causes masculines aussi, qu'on peut travailler nous en ostéopathie, parce qu'on a des techniques pour travailler dessus. Et puis ensuite, après, il y a beaucoup de causes mixtes. Ça veut dire que c'est une incompatibilité parfois entre l'homme et la femme. Donc nous, on les accompagne, que ce soit dès le départ ou... alors attention, moi je dis toujours, c'est pas la cour des miracles, ça veut dire on va tester leur mobilité, on va tester leur bassin, on va tester la structure, on va regarder la fonction de l'utérus, tout ce qui est anatomie bien sûr, là-dessus. On va jouer aussi tout ce qui est un peu plus endocrinien, hormonal, pour essayer de les aider. Et ensuite, moi ce que je dis tout le temps à mes stagiaires, à mes élèves, c'est qu'on est peut-être là au bon moment. Ça veut dire qu'on n'est pas les champions du monde. Ça, il faut relativiser. Ils sont souvent dans un parcours qui est très long, très stressant. Et donc peut-être que nous on est juste là au bon moment pour faire le petit déclic. Et parfois ça marche pas. C'est pas une science exacte malheureusement. Mais en même temps ça fait plaisir quand on voit un couple qui depuis 4-5 ans avec des parcours d'insémination, des parcours de FIV, qui arrivent souvent, nous on est la dernière roue du carrosse parce qu'ils ont juste entendu parler de l'ostéopathie à la fin en disant peut-être tiens t'as pas essayé l'ostéo. Et dans ce cas-là, on est là pour les aider, pour voir un peu ce qui peut ne pas fonctionner, parce qu'il y a tellement de facteurs qui influent que c'est. Il y a beaucoup le côté mental aussi. Donc souvent ils sont suivis également en acupuncture, ils sont suivis avec de la sophro, de la relaxation, du yoga, parce que
on sait que le stress, ça perturbe énormément plein de choses. Hein. Déjà la grossesse, mais en même temps, le fait de tomber enceinte. Oui, du coup, le lever de blocage permet parfois de laisser la place. Exactement. Et puis même dans le discours, hein, on a nos techniques bien sûr, mais dans notre discours, on a toujours un discours bienveillant, on a un discours positif. Hein. Donc rien que le fait parfois de dire, ça y est, c'est bon, là je sens que c'est en place. Rien que ce petit discours-là, parce qu'on leur a tellement dit, bah non, ça ne peut pas fonctionner, parce que vous avez un syndrome d'ovaire polykystique, bah non, on a de l'endométriose, donc ça ne peut pas fonctionner en fait. Ça peut retarder, mais c'est pas incompatible. C'est pas parce qu'on a de l'endométriose, on a un SOVK, qu'on ne peut pas tomber enceinte. Et il y en a beaucoup qui ont lu des choses en disant bah oui, j'ai ça, donc je ne peux pas tomber enceinte. C'est faux. Hein, ça veut dire que nous, on est là pour les aiguiller, notamment au niveau de l'alimentation aussi. Hein, parce qu'il y a beaucoup de facteurs alimentaires. Hein, il y en a beaucoup qui essaient de faire des régimes, tout ça, mais il y a plein de facteurs. Hein. Et ça, ce sont des conseils que tu donnes toi aussi pendant tes séances d'ostéopathie. Ouais, absolument. Ça veut dire que les séances d'ostéo, généralement, elles durent assez longtemps. Hein. Elles durent 45 minutes, un minimum, qui comprend toujours une phase d'anamnèse où on va interroger vraiment le patient sur tout ce qu'il a eu dans sa vie, tout ce qui a pu perturber les choses. Ensuite, on a une grande phase de test où on va tester un petit peu tout le corps pour voir ce qui fonctionne pas bien, ce qui bouge pas bien, ce qui peut perturber. Et puis ensuite, en fonction de l'accord du patient, bien sûr, on va traiter des zones. Et donc, on n'a plus le droit de travailler maintenant. Hein, en ostéopathie, on n'a plus le droit de travailler par technique interne. Mais avant, on travaillait pas mal en gynéco, indirectement, puisqu'on était formé. Alors, moi, j'étais kiné, donc je pouvais le faire. Maintenant, il y a eu des décrets, il y a eu des abus dessus. Donc, maintenant, on essaie de faire le maximum de travail externe. Donc de manipulation. Manipulation externe, que ce soit sur le petit bassin, que ce soit au niveau abdominal, viscéral, diaphragmatique pour tout ce qui est respiration. On va travailler sur les surrénales pour essayer de diminuer le stress parce qu'on sait qu'un excès, comme je le disais tout à l'heure, un excès de stress va donner du cortisol. C'est du stress sur du long terme, c'est pas des poussées de stress, et le cortisol, il est sur. Alors c'est un petit peu technique, mais le cortisol il est sur le même récepteur que la progestérone. Donc en fait, si on a trop de stress, la progestérone elle ne peut pas fonctionner correctement. Okay. Et donc ça peut empêcher justement une future grossesse. Donc on imagine bien le large spectre d'indices que vous pouvez avoir. Ouais. Et c'est là où le métier d'ostéopathe est magique et on ne s'ennuie jamais parce que pour des mêmes symptômes, pour une même pathologie, on va trouver des choses complètement différentes. Ça veut dire qu'on est vraiment, on est en face de nous un être, et c'est pas parce qu'on a une lombalgie qu'on va travailler exactement la même chose sur toutes les lombalgies, puisque sinon on ferait un travail à la chaîne et on s'ennuierait. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. Je me suis jamais ennuyé, je me lève le matin, je suis content d'aller au travail, quoi. C'est même pas, c'est un métier passion, quoi. Et alors justement, du coup, tu étais d'abord kiné, Ouais. donc tu voulais être kiné ou tu envisageais déjà d'être ostéo? Ouais, dès le départ. Hein, dès l'âge de 15 ans, je voulais être ostéopathe. Je m'étais fait une fracture, pour la petite histoire, hein, une fracture tibia-péroné. J'avais fait de la kiné, j'avais ma cheville qui gonflait à fond parce que je voulais récupérer plus vite, donc j'allais peut-être un peu fort. Et puis un jour, c'était ma maman qui me dit, tiens, je vais t'emmener voir un ostéopathe. Et j'ai été voir un ostéopathe, il m'a débloqué ma cheville, il m'a libéré ma cheville, je suis sorti de là, je boitais plus du tout, j'avais plus de douleur. Je me dis, c'est ça que je veux faire. C'est génial. Voilà, et donc j'avais discuté avec l'ostéopathe à l'époque, hein, c'était il y a longtemps, et il m'a dit, bah oui, mais Franck, tu es obligé de passer par kiné pour faire ostéopathe. Et donc j'ai dit, bah ok. À l'époque c'était 3 ans, donc c'était quand même un petit peu moins long. Et dans l'idée toujours de devenir ostéo. Ça veut dire que le jour où j'ai eu mon diplôme d'ostéo, il y en a certains qui font encore les deux. 2 jours de kiné, 3 jours d'ostéo et tout ça. Moi, dès le départ, comme je voulais faire ostéo, j'étais diplômé fin juin. Le 1er juillet, j'ouvrais mon cabinet d'ostéo. Donc, Ah oui, directement. et puis j'ai toujours été passionné par tout ce qui était pédiatrie. Donc mon petit dada, c'était de voir les bébés, de voir les grossesses. Hein. Les grossesses, pour moi, c'est pas une maladie d'être enceinte. Il faut que la grossesse, elle soit la plus épanouie possible. Et quand elle est épanouie, généralement, on arrive à un accouchement qui se passe du mieux possible. Donc c'est à nous de les amener là-dessus. Et donc c'est comme ça que de fil en aiguille est venue l'idée de créer le pôle plume à passer. D'accord, mais ça veut dire que dès le début, quand tu t'es installé, donc après tes études, tu avais quoi, 20...
Moi, j'avais 25 ans, 26 ans. Et dès le début, tu t'es dit, c'est cette partie de la vie qui m'intéresse le plus? Ouais, c'est cette partie de la vie, mais au début, on travaille sur tout le monde. Il faut faire sa patientèle, c'est difficile, hein, toujours de faire une patientèle. Il faut quand même quelques années, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc financièrement, les gens, on va pas chez l'ostéopathe comme on va chez le kiné avec 10, 20 séances, tout ça. Donc il faut qu'on soit à même de travailler correctement et efficacement, hein, surtout en une ou deux séances. Donc ça, donc ça se travaille. Donc j'ai travaillé beaucoup sur les sportifs, j'ai travaillé beaucoup même sur les personnes âgées avec, j'adore les personnes âgées aussi, les petites mamies. Quand je suis parti, elles me disent oh, comment on va faire. Je dis je peux plus tomber enceinte. C'est trop mignon. Ben ouais, c'est trop mignon. Elle me faisait un petit câlin, c'était à l'époque du Covid, donc j'avais le masque. Elle me disait Franck, est-ce que vous pouvez enlever votre masque, que je vous vois une dernière fois votre visage et tout ça. C'était doux, quoi. La reconnaissance. Ouais, la reconnaissance, ouais, parce que je les ai suivis pendant pas mal de temps. Mais en même temps, pour moi, si on fait démarrer un enfant le plus équilibré possible, généralement, si l'enfant il est bien, les parents sont bien. Et réciproquement. Et réciproquement. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, allez, j'ai envie vraiment de créer ce pôle et qui est tout sur place parce que on se rendait compte en discutant avec mes patients qu'ils avaient rendez-vous chez l'orthophoniste à un endroit, et puis chez l'ergo avec un autre endroit, avec des enfants qui avaient des retards, des problèmes psychomoteurs et tout ça. Donc le fait d'avoir tout au même endroit, c'est quand même plus simple pour les parents. Et le pôle plume, tu dis que c'est presque 30 professionnels complémentaires qui interviennent? Ouais, 30 professionnels, on a 5 pédiatres mais qui travaillent sur 3 pièces. On a un médecin généraliste qui fait de l'hypnose, on a une ergothérapeute, on a 2 sages-femmes, on a 2 orthophonistes, on a 3 psychomotes, une infirmière puéricultrice qui est conseillère en lactation et en portage. On a une réflexologue plantaire, on a 2 diététiciennes, on a 2 dentistes pédiatriques, on a 2 kinés pédiatriques aussi, on est 3 ostéos. Et puis 2 diététiciennes aussi et une art thérapeute. Donc c'est assez complet. Et ils sont bien. C'est un pôle qui est agréable. Les gens, quand ils. C'est pas pour faire de la pub pour le pôle plume. Hein, mais... Si, c'est important d'en parler parce que ce sont des pôles qui sont recherchés à la fois par les parents et puis aussi par les professionnels. Parce que c'est ça aussi qui compte là beaucoup, je pense. C'est les valeurs que tu oui, mets dans moi ce je voulais que ce soit un pôle qui soit agréable et c'est vrai qu'on a fait une déco qui est chaleureuse pour les enfants, les parents c'est ce qu'ils nous disent, on rentre dans le pôle, les enfants se sentent bien. Puis on a même une salle atelier pour du yoga périnatal avec des personnes extérieures qui viennent. Il y a du pilate, il y a des ateliers de portage, de massage bébé, tout ça. Donc, ouais, ça a du sens. Ouais, ça a du sens. Ouais, Et c'était important pour toi d'avoir tous ces praticiens, toutes ces praticiennes autour de toi pour apporter cette écoute aux parents, à tous ces patients qui vont de porte en porte chercher des solutions? Complètement, parce que, alors déjà, nous, on a de l'attente, hein, déjà. Malheureusement, je dirais, parce qu'en fait, on est dans des déserts un petit peu médicaux, hein, il y a de moins en moins de professionnels là-dessus. Donc, on avait peut-être ouvert depuis une quinzaine de jours. Les orthophonistes, elles avaient déjà quasiment une centaine de patients en attente, tellement il en manque. Hein, donc, c'est difficile. Donc, l'avantage, quand on est au pôle, on essaye de pousser un petit peu les portes. On passe un petit coup de fil en disant là, j'ai un petit bout de chou, je le sens pas bien, j'aimerais bien que tu fasses un bilan là-dessus. Donc on essaye de squeezer un petit peu, mais c'est vrai que les parents, je me mets à leur place, c'est galère, quoi. Ouais, c'est difficile. Et puis le fait de se sentir en confiance aussi chez un ou une professionnelle, d'avoir une recommandation pour une autre spécialité, ça rassure aussi. Tu disais qu'il y a des parcours qui sont très longs, alors on parle de la PMA par exemple, mais plein de parcours de parentalité qui sont... Oui, et puis nous, ce que je dis toujours, en ostéo, on n'est pas des médecins, quoi. Ah oui, effectivement. Ça veut dire qu'on a besoin d'un avis pédiatrique, on a besoin d'un avis médical. Moi, je me souviens un petit bébé qui régurgitait en jet et tout ça. J'avais un doute sur une sténose du pylore. Donc, j'ai appelé la pédiatre. J'ai dit, est-ce que tu peux le voir rapidement puisque ce petit bout de chou, il va pas bien. Le lundi, il était vu par la pédiatre. Le mercredi, il était opéré. Ah oui. Et donc, ça a été hyper rapide là-dessus. Donc, les parents qui étaient hyper ravis, ils me disent merci parce qu'on aurait galéré à trouver quelqu'un qui puisse nous prendre. Donc là, ça, c'était l'avantage. C'est un petit exemple comme ça, mais au moins, on sait que quand on a un petit doute, et ce que je dis toujours, les ostéopathes ne sont pas des médecins.
Alors, il y en a certains, hein. Il y a certains médecins qui sont ostéopathes, mais nous, les ostéopathes qui sortent actuellement, qui font 5 ans, on est juste ostéopathes. Entre guillemets, juste. Voilà, juste ostéopathes, mais ils ont pas un double diplôme comme moi à l'époque où j'étais kiné. Non, non, maintenant ils sont ostéopathes, mais sincèrement, ils ont une belle formation. Hein, ça veut dire qu'il y a eu des décrets qui ont été faits parce que à l'époque, il y avait un peu n'importe quoi. Hein. C'est pour ça que l'ostéopathie a été dénigrée pendant des années et des années. À juste titre, je pense, parce qu'il y avait quand même pas mal de dérives. Il y en a qui se formaient en 2 ans, faisaient un peu n'importe quoi. Ils faisaient craquer sans faire de bilan avant. Enfin, il y a eu des problèmes là-dessus. Mm. Et donc, ça a été légiféré. Il y a eu des décrets qui sont parus. Et là, maintenant, c'est quand même une formation qui est complète. Moi, je le vois, parce qu'en enseignant depuis 2010, je vois la formation qu'ils ont. Je me dis, ouais, ça tient la route. Et alors justement, puisqu'on en parle de ce métier, est-ce que tu peux nous donner ta définition à toi de l'ostéopathie et tout spécialement en périnatalité? Alors, l'ostéopathie, en fait, c'est un métier manuel, hein, essentiellement manuel. On n'utilise pas du tout d'instruments, hein, qui prend en compte le corps vraiment dans son ensemble. Ça veut dire qu'on estime, alors il y a plusieurs principes, hein. On estime qu'un problème, c'est pas parce qu'on a des maux de tête que c'est uniquement dû à la tête. Hein. Ça peut venir à un problème de bassin qui n'est pas bien équilibré, qui va se répercuter sur les cervicales, donner des maux de tête. Hein, je prends un exemple comme ça. Ça veut dire qu'il faut regarder tout, tester tout l'ensemble du corps et ensuite faire nos petits liens anatomiques, hein, souvent physiologiques, pour vérifier que ce problème-là, il ne vient pas d'ailleurs, quoi. Et on va traiter la cause et pas forcément les symptômes, quoi. Hein, donc c'est ça qui est intéressant parce qu'on mène tous les jours, on mène avec chaque patient, on mène notre petite enquête. Hein, c'est là où c'est l'anamnèse. Et donc c'est un des principes. Et ensuite après nous on va aider le corps. On n'est pas là, donc on va donner des informations au corps pour que le corps travaille lui-même. Ça veut dire qu'on dit toujours l'ostéopathe, non, c'est pas moi qui vous ai guéri, hein, c'est pas moi qui. Moi j'ai juste été là pour vous donner des petits points parce que votre corps n'arrivait pas à trouver son adaptation. Et je l'ai équilibré et lui va faire son boulot. Hein, c'est lui qui va. C'est ce qu'on appelle l'auto-guérison. Hein, on va jouer sur des paramètres pour faire en sorte que le corps s'équilibre par lui-même. Hein, donc ça c'est la définition pour moi la plus cohérente. Hein, ça veut dire qu'on ne fait pas du symptomatique. Hein, si on a un problème de coude et qu'on traite que le coude, alors que le problème il peut être ailleurs, c'est pas terrible. Et puis le patient va revenir en plus. Et le patient va revenir parce que c'était pas, on n'est pas des kinés, donc la kiné va travailler vraiment. Alors maintenant, ils ont une vision vraiment beaucoup plus globale. Hein, les kinés à l'époque, nous on avait mal à l'épaule, on avait une ordonnance pour l'épaule, on travaillait l'épaule. Maintenant, ils ont vraiment une belle formation aussi, les kinés, donc et c'est complémentaire. Hein, ça veut dire que nous on travaille vraiment en relation avec les kinés. Hein, moi, même en pédiatrie. En pédiatrie, ça veut dire que par exemple, alors il y a plein de motifs de consultation en pédiatrie. Hein, que si on prend le nourrisson de tout petit, bah, on commence par les troubles de succion. Les troubles de succion, les enfants qui ont du mal à prendre le sein, qui ont du mal à téter, tout ça. Donc nous, on peut intervenir sur toute la sphère buccale, savoir la cause. Hein. Est-ce que c'est un frein de langue? Est-ce que c'est un cordon qui était trop serré, qui a entraîné une langue qui était en position basse, des malformations? Puis ensuite, après, on a vraiment tout ce qui est les choses classiques. Hein, les motifs de consultation fréquents chez les nourrissons, c'est les régurgitations, les coliques, hein, qui arrivent un petit peu par la suite. Donc c'est là où il faut savoir ce qu'ils mangent et savoir est-ce qu'ils sont allaités, est-ce que la mère mange, les positions d'allaitement. Donc ça, il faut les connaître aussi. Et puis les aider là-dessus. Et puis le stress aussi, on en parlait tout à l'heure, mais on sait que les parents qui sont stressés, ça va se répercuter sur l'enfant. Hein, les parents qui sont plutôt cool, les enfants auront moins de coliques. Ça a été prouvé par des études. Donc je dis toujours aux parents, moi, une phrase que j'aime bien, on ne naît pas parent, on le devient. Et puis vous inquiétez pas, c'est pas livré avec la notice. Hein, ça veut dire que vous allez faire du mieux possible pour votre enfant. Alors les parents sont un peu démunis parce qu'ils vont avoir un discours de leurs parents à eux, et puis des beaux-parents, et puis des copains et copines qui ont déjà eu des enfants, donc il faut faire ça, puis un discours d'un ostéopathe, puis qui n'est pas forcément le même que le discours de la sage-femme. Donc c'est pas facile, je dis faites-vous confiance. Hein, faites-vous confiance, on est là pour trouver les solutions pour votre bébé qui aille bien. Hein, et puis ensuite, donc il y a ça, ensuite après on a, alors ça c'est très à la mode, surtout depuis la campagne Back to Sleep aux États-Unis. Ça veut dire que les déformations crâniennes positionnelles, c'est les plagiocéphalies, c'est les brachycéphalies, c'est les bébés avec les têtes plates, avec les têtes un petit peu en parallélogramme. Donc là, on a un gros travail aussi
à faire dessus. D'accord. Ben, ouais, ça, plus on le fait tôt, mieux c'est. Ça veut dire que c'est ça qu'il faut vraiment dire aux parents. Ça veut dire qu'un bébé, pour avoir une idée, la tête d'un bébé grossit de 30% la première année. Waouh. Et surtout les 6 premiers mois. Ça veut dire que on joue, quand je vois un bébé avec une belle plagio et tout ça, je dis aux parents, on est en train de jouer contre la montre. Ça veut dire que plus on va travailler en ostéo, plus en kiné, parce que la kiné, elle va travailler beaucoup plus en actif, elle va aider l'enfant à travailler ses rotations de tête, à travailler son corps et tout ça. Donc c'est vraiment, on a une superbe complémentarité entre l'ostéopathe et le kiné. C'est pour ça que quand je vois une plagio, moi je dis toujours aux parents, demandez au médecin si c'est possible d'avoir quelques séances de kiné de motricité libre. Est-ce que tu peux juste redire ce que c'est qu'une plagio pour les personnes qui... Oui, alors une plagiocéphalie, en fait, c'est une déformation crânienne. C'est les bébés qu'on voit de plus en plus, comme maintenant ils dorment sur le dos, parce qu'on pour éviter la mort inopinée, maintenant on a un dit nourrisson. Ils ont vu qu'il y avait une grosse baisse. On a fait une diminution quasiment de 78%, je crois, des morts inopinées du nourrisson depuis qu'on les fait dormir sur le dos. Donc il faut continuer absolument à les faire dormir sur le dos parce que ça serait aberrant de dire le contraire là-dessus. Mais par contre, c'est des enfants parfois qui naissent avec une déformation, ça veut dire un plat derrière la tête. Et un bébé qui va toujours tourner la tête du même côté. Et si on le laisse comme ça, la tête, elle est tellement souple à cet âge-là qu'ils vont se déformer encore plus. Et ça va très très vite à se déformer. Et donc, il y en a beaucoup qui vont dire, bah oui, mais c'est juste esthétique. Et en fait, non, c'est pas juste esthétique parce que ça va se répercuter notamment sur le développement neuromoteur de l'enfant. D'accord. C'est un enfant qui va plus voir d'un côté, qui est au niveau cognitif, qui va avoir des difficultés de faire ses retournements, qui va avoir du mal à rester sur le ventre. Enfin, il y a plein de petites choses qui vont se mettre en place après. Et donc, des enfants qui vont être un petit peu plus retardés dans les étapes du développement neuromoteur. Donc c'est pour ça que c'est important. Et ensuite, après, ça c'est la plagio, c'est les têtes donc en parallélogramme, les têtes plates, hein, mais plates d'un côté. D'accord. Alors que la brachycéphalie, hein, c'est vraiment la tête plate des deux côtés. C'est les enfants qui sont souvent en extension, hein, qui quand ils râlent, ils se mettent un petit peu plus en extension, ou des enfants qui sont parfois hypotoniques, c'est des gros baigneurs là. Ils sont un petit, on dit oh, c'est des gros bébés, ils sont tout beaux, mais on les pose et puis ils bougent pas quoi. Et donc s'ils bougent pas, quand ils étaient dans le ventre, c'était dans de l'eau, sauf que maintenant ils sont sur un matelas qui est un petit peu plus rigide et donc ils vont se déformer la tête. Et donc nous on a un gros travail à faire dessus hein, pour équilibrer. Donc on va travailler sur la tête bien sûr, mais surtout sur l'ensemble du corps. Hein, parce que souvent c'est des enfants qu'on va retrouver avec des positions quand on les pose qui vont être un peu plus en virgule, hein, comme une banane. Hein, ça veut dire qu'on a beau les remettre droit, ils vont toujours se remettre un petit peu plus en banane. Ou des bébés qui vont se mettre en extension, des bébés, on appelle ça des bébés qui se mettent en scorpion. Hein, ça veut dire qu'ils vont se cambrer vers l'arrière et souvent pour essayer de soulager même leur système digestif. D'accord. D'où l'avantage D'où l'avantage de travailler sur le système digestif pour éviter ça. Est-ce que tu dirais justement que ça serait plutôt recommandé quand on a un bébé qui vient de naître d'avoir une séance juste pour faire un bilan et voir s'il n'y a pas des petites choses qui bloquent qui ensuite pourront être corrigées. Plus vite c'est corrigé, mieux c'est. Complètement. Ça veut dire qu'on conseille, moi souvent les mamans quand elles sont enceintes, quand elles viennent me voir pendant qu'elles sont enceintes, elles posent beaucoup de questions. Et ce qui est complètement normal, ça veut dire qu'elles me disent à la fin, bah, tiens, je voulais vous demander, je sais que vous travaillez sur les nourrissons, mais à quel moment il faut que je vienne pour mon bébé? La grande question. Alors moi je leur dis toujours, écoutez, si tout s'est bien passé, que votre enfant tète bien, qu'il prend bien, parce qu'il y a le pot à pot au début, puis il y a la tétée d'accueil, hein, ce qu'on appelle la tétée d'accueil, hein, tout de suite la mise au sein. Si tout se passe bien et que l'enfant tète bien, l'idéal c'est de venir à 15 jours, 3 semaines de vie. Pourquoi 15 jours, 3 semaines et pas plus vite? Pourquoi? Parce qu'en fait, les enfants, quand on les voit plus vite, ils sont encore un petit peu plus en hypotonie. Ils récupèrent de leur accouchement et parfois on peut passer à côté de quelque chose. Et à 15 jours, 3 semaines, ils ont déjà récupéré, ils ont mis en place leur alimentation. Et donc on peut déjà voir des coliques qui apparaissent, des régurgitations, des positions entre guillemets vicieuses, hein, comme en virgule et tout ça. Et donc ça y est, on a déjà le schéma hein, de futur de l'enfant. D'accord. Et donc c'est 15 jours, 3 semaines, c'est l'idéal. Hein, si on attend un mois et demi, parfois c'est déjà trop tard. D'accord. Ouais. Hein, et ensuite, bien sûr, bah, ça dépend comment s'est passé l'accouchement. Mais pour beaucoup de parents, ils se disent, je viens vous voir, mais
Mon enfant, d'abord, il n'y a pas de problème. Mon enfant, il est né par césarienne, donc il n'a pas souffert. Et en fait, non. Ça, c'est une incompréhension. Ça veut dire que l'enfant, on a été le chercher dans le ventre. C'est pas lui qui a décidé de venir, généralement, hein. Souvent, ça a été déclenché, parfois, pour plusieurs raisons. Et donc, l'enfant, il n'y a pas eu ce modelage, déjà au niveau crânien. Et puis ensuite, après, ce que je dis à la maman, et je dis pendant qu'il était dans le ventre, hein, est-ce qu'il a eu des petites tensions dans le ventre et tout ça? Ce qui fait qu'on retrouve fréquemment des choses qui se sont déroulées, qui se sont créées en intra-utérin. Hein, et souvent, les parents pensent que oui, il y a eu les forceps, il y a eu des ventouses, donc mon enfant a souffert, donc on va aller chez l'ostéopathe. Et ben non, en fait, de temps en temps, même sur un accouchement qui, a priori, se passe bien, ben, il faut penser à tout ce qui s'est passé pendant les 9 premiers mois. Pour le bébé et Pour le pour la bébé maman et qui pour la peut-être maman. potentiellement a été stressée ou a eu un rythme Ouais. très soutenu. Stressé, alors pendant la grossesse, on voit des utérus contractiles, hein, des nausées, vomissements, tout ça, avec des pertes de poids, du stress parce que son bébé prenait pas beaucoup de poids. Et tout ça, ça se répercute sur l'enfant. C'est ce qu'on va retrouver de temps en temps sur les tissus de l'enfant. Donc les sciatiques, des bassins qui sont pas bien, des grossesses couchées. Ah oui. Ça veut dire que les mamans qui on leur dit, bah non, vous risquez d'avoir un accouchement prématuré, hein, donc il faut rester couché. Sauf que nous, ce qu'on veut, on prône le mouvement. Ça veut dire que pendant toute la grossesse, moi je dis aux mères, marchez au moins une demi-heure par jour. C'est ce qui va permettre à votre corps de bouger, donc à votre bassin de bouger, pour préparer un bon accouchement. Et en même temps, ça va développer, et ça c'est des études qui l'avaient montré, l'oreille interne du bébé. Ça veut dire que des mamans qui vont bouger régulièrement, c'est des enfants qui ont un meilleur équilibre après. D'accord. Alors que des mamans qui sont alitées, c'est des enfants qui vont chuter un petit peu plus. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on prône vraiment le mouvement jusqu'à la fin, pour les mettre dans la meilleure condition possible pour avoir un bon accouchement. Parce que souvent les appréhendent un petit peu, surtout quand c'est le premier, on ne sait pas comment ça va se passer l'accouchement. Je dis, allez, soyez cool, hein, nous on est là pour les rassurer aussi, en leur disant allez-y quand vous avez envie d'y aller, mangez avant, buvez avant, n'ayez pas froid, bougez jusqu'au bout. Et tout ça, tous ces paramètres-là va développer l'ocytocine maternelle. Et l'ocytocine, c'est quand même l'hormone du plaisir, c'est l'hormone et ce qui fait que c'est généralement des accouchements qui se passent beaucoup mieux. Parce qu'on a l'ocytocine maternelle, c'est pas de l'ocytocine de synthèse pour créer les contractions qui est hyper violente, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis toujours, allez, soyez cool. Même si c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des tempéraments, ça dépend des tempéraments de la personne. Mais ça met en confiance. Et ça met en confiance, exactement. Et alors justement par rapport à ces idées qu'on se fait sur le métier d'ostéo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce sont que les os par exemple. Non, on travaille beaucoup sur. C'est vrai, il y a ostéopathie, on entend os. Bah oui, non, c'est pas que les os. On pense au squelette seulement, mais... C'est ça. Ça veut dire que c'est du cracking, on va faire bouger les choses. Non, en fait, on va regarder tout l'ensemble des tissus. Il y a les tissus mous, que ce soit musculaires, mais aussi on va travailler sur le côté vasculaire. Un organe qui bouge pas bien, pour nous, ostéopathes, c'est un organe qui va être moins bien vascularisé, qui va moins bien fonctionner. Donc rien que le fait de le faire bouger, on va créer comme une vasodilatation, et ce qui fait qu'on va avoir un apport de sang un petit peu plus important sur l'organe pour qu'il fonctionne mieux. C'est un des principes de l'ostéo. Un endroit qui ne bouge pas, c'est un endroit qui vit pas bien. Donc notamment pour l'équilibration du petit bassin sur les troubles de fertilité, une des choses hyper importantes, c'est de redonner une mobilité à l'utérus, une mobilité à tout le bassin pour que tout fonctionne bien en dessous. Parce qu'on va jouer sur les paramètres, hein, c'est des petits vaisseaux qui arrivent au niveau de la partie basse de l'utérus pour vasculariser un petit peu plus l'utérus, pour que l'endomètre, hein, c'est la partie où le bébé ça va s'implanter, soit bien vascularisé et qu'on augmente les chances justement d'une future grossesse. D'accord. Et pour les femmes enceintes, c'est pareil, ça veut dire qu'on va travailler sur les tissus mous, on va travailler sur les muscles à côté, donc on va travailler sur... il y a des muscles du bassin, alors c'est les termes techniques, mais c'est les psoas, les carrés des lombes, le diaphragme, pour faire en sorte que l'utérus puisse se développer le plus confortablement possible et qu'il n'y ait pas des contraintes ligamentaires. C'est souvent les douleurs ligamentaires, les femmes qui viennent, les fameuses douleurs ligamentaires. Bah souvent, oui, il y a des ligaments, il y a plein de ligaments qui s'accrochent sur l'utérus et le fait de les équilibrer du mieux possible, mais toujours en douceur, hein, jamais en manipulant,
enfin en faisant craquer, hein, surtout sur les femmes enceintes, il y a énormément de progestérone et de relaxine, donc en fait ça bouge tout seul. Donc il n'y a pas besoin de faire craquer, hein, surtout pas, ça, on va équilibrer, mais tout en douceur. Il n'y a aucun risque, hein, parce que ça c'est la question souvent qu'on pose. Est-ce qu'il y a des risques pour mon bébé? Non, au contraire. Au contraire, le fait d'équilibrer tout ça, on va faire en sorte que l'utérus il soit plus libre, moins contractile, et que le bébé puisse mieux se développer dedans. Et puis forcément, l'équilibre pendant la grossesse, ça paraît juste évident, mais quand une femme a un bébé qui grandit à l'intérieur d'elle, il faut quand même faire beaucoup de place pour que tout ça Exactement. se mette bien. Et évidemment que en fonction des corps, il y a des choses qui s'équilibrent plus ou moins bien. Mm. D'où l'avantage d'aller voir quelqu'un qui va rééquilibrer et donner un peu de souplesse dans l'ensemble. Complètement, ça veut dire que ce soit pendant la grossesse, hein, parce qu'on se retrouve souvent avec un changement postural, hein, comme tu le dis, avec les femmes qui vont prendre un ventre qui va grossir un petit peu, qui vont lordoser un peu plus, donc elles vont souvent avoir des petites lombalgies, donc des douleurs au niveau des lombaires, des sciatalgies, donc comme des sciatiques, hein, de femmes enceintes. Donc c'est à nous de travailler justement ces muscles-là pour qu'elles continuent à pouvoir bouger, parce que sinon elles disent bah oui mais vous me dites de bouger mais là je peux pas bouger parce que ça me fait mal tout de suite. Justement, on va faire en sorte que vous ayez moins mal pour que vous continuiez à bouger. Et ça c'est le changement postural. Et donc les aléas, hein, les aléas de la grossesse, hein, mais en même temps il faut expliquer aux femmes qui sont enceintes que cette grossesse, il faut qu'elle soit la plus épanouie possible et pour qu'elle aille jusqu'au bout déjà. Et donc le fait d'équilibrer, que ce soit le bassin osseux, hein, pour favoriser l'accouchement, parce qu'on a des mouvements qui vont se faire au niveau du bassin. Donc si un bassin est complètement bloqué, si un coccyx par exemple est bloqué, ça va être plus difficile pour elles pour avoir un accouchement, si elles veulent physio, sans péri, tout ça, mais même un accouchement classique. Ça va être un petit peu plus difficile et parfois un petit peu plus douloureux. Donc en fait, nous on est là pour équilibrer le périnée, équilibrer le coccyx, équilibrer tout le bassin là-dessus, puis ensuite équilibrer tout ce qui est musculaire au niveau de la colonne. Parce que souvent, on parle beaucoup du bassin osseux pour les femmes enceintes. Non, il y a tout le côté des tissus mous, justement, hein, et donc au niveau musculaire, ligamentaire, pour faire en sorte que voilà, tout soit libre et que ça passe super bien. Et puis après, il y a le postpartum. Et après, voilà, et après, il y a le postpartum. Donc là, c'est pareil, les mamans qui viennent pendant leur grossesse, on en parlait tout à l'heure, tu me demandais qu'est-ce qu'elles disent pour les bébés, voilà, il faut venir à 15 jours, 3 semaines. Et après, elles disent, mais donc ça c'est pour le bébé, mais pour moi, il faut que je vienne quand? Et ben c'est pareil, je leur dis, si l'accouchement s'est vraiment bien passé, on peut attendre 6 semaines. 6 semaines, ça veut dire que tous les organes sont revenus à peu près en place. En tous les cas, l'idéal, c'est de revenir avant de commencer la rééducation du périnée. D'accord. Qui peut être fait chez les sages-femmes ou les kinés. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'équilibrer tout le bassin, d'équilibrer les tensions qu'il peut y avoir, et ce qui fait que la rééducation sera beaucoup plus efficace. Moi, j'ai déjà vu des sages-femmes qui avaient arrêté les rééducations en disant, là, il y a un côté du périnée qui ne fonctionne pas bien, je préfère que vous alliez voir un ostéo, il équilibre ça, puis ensuite on se revoit après. Parce que sinon, c'est pas efficace, on fait des séances qui servent à rien. Et si vraiment, alors je leur dis bien, attention, hein, si l'accouchement a été parfois difficile, avec des grosses tensions qu'oxygène, il ne faut pas attendre 6 semaines. Ça veut dire que là, on peut les voir rapidement. Mais dans l'idéal, c'est ça. Ok. Parce que c'est vrai qu'on se dit souvent, il y a un temps en fait à attendre. Il y a le tout et son contraire. Il y a ceux qui vont vouloir venir très vite au cas où, mais finalement c'est trop tôt parce qu'on n'a pas eu le temps de... Ouais, parfois c'est vrai que c'est un petit peu trop tôt. Mais en même temps, je les comprends. Si elles ont des grosses douleurs, il y en a qui arrivent avec des bouées au cabinet parce qu'elles ne peuvent plus s'asseoir, parce qu'elles ont des coccycodinies, hein, des douleurs au coccyx, ou parfois avec des grosses déchirures qu'il y a pu avoir lors de l'accouchement, ou parfois ce qu'on appelle des névralgies punadales, ça veut dire que c'est vraiment des douleurs au niveau d'un petit nerf au niveau des fesses, et ce qui fait que ça c'est difficile. Et je les comprends, dans ce cas-là il faut essayer d'équilibrer le plus possible, mais souvent quand c'est un peu trop tôt, même quelques semaines, quelques mois après, je demande à les revoir. Dans l'idée, c'est que tout soit vraiment bien équilibré pour une future grossesse. Oui. Là-dessus.
Et dans tous les cas, j'imagine que de toute façon, si on sent qu'on a mal après un accouchement, mais qu'on se dit peut-être que c'était un petit peu tôt, en fait, on peut simplement appeler son ostéo Oui, et dire voilà, complètement. j'ai telle douleur due Ouais. à. Est-ce qu'on attend? Mm. Est-ce que je peux vous recevoir rapidement? Ok. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir venir au bon moment parce que, comme tu le dis, c'est pas remboursé par la sécurité sociale et pour autant, c'est tellement important de pouvoir avoir ces séances que C'est c'est vrai. dommage d'y aller sans forcément savoir si c'est le bon moment pour avoir vraiment un vrai bénéfice. Complètement. C'est vrai que c'est pas remboursé. Et alors maintenant, l'avantage, c'est qu'il y a de plus en plus de mutuelles. Mais ça dépend, bien sûr. Il y a des mutuelles qui vont augmenter leur cotisation énormément pour avoir une ou deux séances de prise en charge par an. Donc parfois, c'est pas important. Et c'est vrai que le coût des séances d'ostéo peut freiner certaines personnes, et ce que je conçois tout à fait, hein. Parce que la moyenne ici sur le bassin rennais, on est aux alentours d'une soixantaine d'euros à peu près. Donc sur Paris, on peut aller jusqu'à une centaine d'euros, hein, donc sur 45 minutes. Et puis de temps en temps, quand on est sur un nourrisson, ce qu'on parlait tout à l'heure avec les déformations crâniennes, parfois il faut les voir 3, 4 fois, 5 fois, hein, pour équilibrer ça, pour éviter justement que ce soit des enfants où on va leur poser parfois des casques, des orthèses. Hein, les orthèses crâniennes, on voit des petits bouts de chou avec un casque, hein, pour justement ces plagiocéphalies, hein, parce qu'en fait la déformation était tellement importante, ça n'a peut-être pas été pris assez tôt. Et ce qui fait que c'est des orthésistes, hein, qui mettent des sortes de casques, hein, comme des petits casques de vélo. Hein, donc on les voit, les petits bouts de chou à 5-6 mois qui viennent, mais ça coûte très cher, c'est pas pris en charge. Hein, c'est des casques qui coûtent entre 1200 et 1400 euros. Hein, donc c'est très cher pour les parents. Donc moi je leur explique, je dis toujours aux parents, j'ai votre bébé entre mes mains, c'est comme si c'était le mien. Voilà, ça veut dire que si je vous dis il faut que je revoie votre enfant, c'est que j'estime que c'est nécessaire. Sinon, je les revois généralement au changement de posture. Ça veut dire qu'entre 5 et 7 mois, quand ils font du dos-ventre, ventre-dos, et puis ensuite après la marche. Hein, je ne suis pas là pour remplir le carnet de rendez-vous, hein, parce que ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que s'il y a des enfants qui ont vraiment besoin, là il faut mettre carte sur table dès le départ en expliquant aux parents que c'est surtout les 6 premiers mois qu'on peut vraiment travailler dessus. Et toi, justement, tu vois beaucoup de tout petits ou est-ce que tu vois aussi des enfants Ouais, jusqu'à. ouais, je vois. jusqu'à Ouais. leur- Ah bah oui. Donc je vois beaucoup de nourrissons parce que j'adore ça, puis c'est mon dada un petit peu, mais j'adore aussi les enfants qui sont un peu plus grands. Alors l'âge un petit peu plus difficile, hein, c'est la phase du terrible two, hein, comme tout le monde connaît, c'est la phase de l'opposition de l'enfant, on est dans la frustration, on jette tout et tout ça, donc c'est là où c'est un petit peu plus difficile, et les ostéopathes qui sont pas habitués, c'est là où ils disent, oh là là, je sais pas comment tu fais Franck, mais il faut avoir le maximum de jouets, hein, possible dans son cabinet, parce que parfois ils se lassent un petit peu plus vite, et puis et souvent ils sont dans l'opposition pendant 5 minutes, et puis ensuite après quand on leur explique bien que ça fait pas mal, qu'il va pouvoir courir encore plus vite après, et c'est super. L'autre jour j'en ai eu un, à 18 mois il m'a chanté des chansons pendant toute la séance. Ah, j'ai eu bateau sur l'eau, j'ai eu petit escargot avec son jargon, hein, parce qu'on comprenait pas tout, mais c'était excellent, quoi. Et moi, j'ai kiffé ma journée, là, hein. C'était excellent, quoi. Il m'a fait rire, ce petit bout de chou. Mais c'est plein de moments comme ça où on s'éclate. Et c'est ce qui nous donne envie de continuer, hein, là-dessus. Et puis ensuite, après, en grandissant, on fait des bilans, hein, des bilans de temps en temps, surtout sur les enfants qui vont être un peu plus sportifs, hein, notamment, qui peuvent avoir des pathologies de croissance, des douleurs au talon, des douleurs au genou, des scolioses qui apparaissent à l'adolescence. Donc là, il faut être vigilant, hein, dessus. Moi, je dis toujours, la zone où il ne faut pas se louper, c'est la naissance et l'adolescence. L'adolescence, ça va de quel. L'adolescence, ça dépend, hein, parce que maintenant il y a des ados qui commencent très jeunes, hein. La préado, ça commence jeune, mais souvent, ouais, c'est quand il y a des grosses poussées de croissance et tout ça, c'est là où il ne faut pas passer à côté de déformations rachidien, hein, de scoliose et tout ça. Et c'est pour ça que nous, en ostéo, et ça, de temps en temps, les patients, ils se demandent un petit peu, parce qu'ils ne sont pas habitués à se déshabiller, mais on leur demande toujours l'autorisation, hein, mais ils se déshabillent pour voir un petit peu. Le dos. Ouais, pour voir le dos, pour voir les déformations, les petites choses qui vont pas bien.
Moi, je me souviens, et ça m'avait marqué, c'est ce que je dis de temps en temps aux étudiants, je dis s'il vous plaît, faites en sorte que vos patients soient déshabillés pour regarder. Pourquoi? Parce que je me souviens d'une petite gamine de 16 ans qui venait pour une douleur de dos, et quand elle s'est déshabillée, déjà elle était réticente à se déshabiller, mais je dis, mettons, quand tu vas voir le docteur pour tes certificats médicaux pour le sport, ah ben non, il me déshabille jamais. Ok. Et là, elle avait une scoliose énorme. Hein. Donc, alors, une scoliose n'est pas forcément douloureuse, mais c'était toutes les compensations qu'elle avait. Et malheureusement, cette gamine, bah, je l'ai envoyée après chez des spécialistes, hein, parce que nous, en ostéo, on ne pouvait plus faire grand-chose dessus. On pouvait équilibrer dans le déséquilibre, on va dire. Ça c'était ancré. Et c'était ancré, et là, la jeune, elle a été opérée, on lui a mis des tiges dans le dos, enfin, et c'est vrai que juste regarder, et quand à l'adolescence, souvent, elles sont un petit peu plus pudiques, ce qui est complètement normal. Bien sûr. Mais écoute, je dis, je vais juste relever ton t-shirt pour regarder ton dos, puis ensuite, après, t'inquiète pas, on va redescendre Parce ton que t-shirt. on reprécise, on dit bien on est en sous-vêtements. Oui, Il y a vraiment un respect aussi ah bah complètement. de la pudeur. Et oui, voilà. On demande toujours l'autorisation si il y en a vraiment qui sont pas à l'aise du tout, et ce qu'il faut complètement les respecter, ce qui fait que il y en a certains, elles préfèrent rester habillées, mais je dis au moins, je vais soulever ton t-shirt, je vais regarder des choses, et quand je travaillerai peut-être sur ton ventre, je vais relever ton t-shirt, je vais travailler comme ça, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on peut passer à côté de quelque chose, justement, si on ne déshabille pas. Surtout par rapport à la colonne. Ouais, complètement. Par rapport à la colonne. Et puis, ça peut être même, je me souviens, un jeune, une fois, qui venait pour des grosses douleurs de genoux. Et je dis, bah, est-ce que tu peux retirer tes chaussettes? Parce que je vais faire un bilan complet de ton corps, tout ça. Et là, il était bourré de verrues plantaires. S'il avait pas retiré ses chaussettes, et ça le gênait un petit peu, mais il avait essayé de prendre des traitements à la pharmacie qui n'avaient pas fonctionné. Et alors, nous, en ostéo, sur les verrues, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Mais par contre, l'envoyer chez un pédicure, voir un dermato là-dessus. Mais ça veut dire qu'il compensait complètement ses appuis pour esquiver les douleurs qu'il pouvait avoir. Ah oui, ok. Et ça, je ne l'aurais pas vu. Donc c'est pour ça que moi, je demande toujours, si c'est possible, hein, de se mettre en sous-vêtements. Voilà. Ah oui, sinon l'enquête n'est pas complète. L'enquête n'est pas complète, exactement. Ouais. Et puis on visualise des choses, des varicosités, on va regarder des petites la vascularisation, donc on voit des choses qu'on ne pourrait pas voir. Oui, ou une cicatrice d'une Cicatrice. opération, d'une chute Ouais, dont on complètement. n'a pas forcément parlé. Ouais, Ouais. tout à fait. Et alors justement, par rapport aux idées qu'on se fait du métier d'ostéopathe, quand on n'y va pas souvent et qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne, est-ce que toi, tu as identifié des idées reçues sur le métier d'ostéopathe? Les fausses idées, c'est souvent que ça fait craquer. Nous, dans les études d'ostéo, on leur apprend à avoir la caisse à outils bien pleine. Ça veut dire qu'on va pouvoir travailler sur l'ostéopathie crânienne, qui est très douce, l'ostéopathie viscérale, qui est sur les tissus mous au niveau viscéral, puis ensuite, après, des techniques, ce qu'on appelle des techniques de fascia, hein, là-dessus, ou des techniques où on va jouer sur les tissus. Et ensuite, après, bien sûr, on peut jouer sur l'équilibration osseuse également. Et ensuite, en fonction de la personne et en fonction de ce que présente la personne, eh ben, ils vont utiliser telle ou telle technique. Ce que je dis toujours, on ne va pas prendre un marteau pour visser quelque chose, quoi. Hein, donc non, il faut savoir utiliser la bonne technique. Et utiliser aussi le consentement de la personne. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire que si une personne, elle n'a pas envie d'entendre craquer, eh ben, il faut le respecter. Ça veut dire qu'elles ont peut-être eu une mauvaise expérience un jour avec un ostéopathe qui a peut-être forcé un petit peu trop, ou elles ont eu mal. Et ces personnes-là, elles le refusent catégoriquement. Et dans ce cas-là, il faut accepter et leur dire, écoutez, vous inquiétez pas, il y a d'autres techniques qui sont aussi efficaces, et donc on va travailler différemment. Hein, c'est le respect du patient. Et donc ça, c'est les idées reçues, hein, souvent. Ah, tiens, tu vas chez l'ostéopathe, mais qu'est-ce qu'il te fait? Il va te faire craquer, il va te faire bouger tes os. Non, ça, c'est les idées reçues. Non, c'est un métier vraiment très doux. Très doux qui respecte et qui va aider le corps, en fait, hein, qui va aider le corps à s'équilibrer. Mais c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est un peu obscur, juste parce qu'en fait, ils ne pratiquent pas, en fait. Et, Parce qu'ils n'y sont pas allés, et puis alors maintenant c'est quand même, ça y est, c'est ancré, l'ostéo, on en parle de plus en plus.
Et maintenant, c'est légiféré, il y a des décrets, ce qui fait que les formations, qu'on aille se former dans n'importe quelle école d'ostéo, on a à peu près les mêmes références là-dessus. Et ce qui fait que c'est bien, parce qu'avant, il y en a certains où ils ont été chez l'ostéopathe et il y en a qui me disent bah, il ne m'a pas touché. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait alors? Bah, il faisait que de l'énergétique, ça veut dire qu'il travaillait à distance. Pas le même métier. C'est pas le même métier. Hein, il fait ce qu'il veut, mais il ne peut pas appeler ça de l'ostéopathie. C'est pour ça que tu dis que c'est bien qu'il y ait eu des... Voilà, c'est bien qu'il y ait eu un référentiel. Ok. Un référentiel de technique. Et on fait partie quand même du ministère de la Santé et des Sports, sauf qu'on n'est pas reconnu comme diplôme d'État. C'est pour ça que c'est pas remboursé par la Sécurité sociale. D'accord. Et donc tu trouves que ça va dans le bon sens, l'évolution du métier, même si... Oui, l'évolution du métier, elle va dans le bon sens, parce que justement, il y a eu des choses qui ont été mises en place, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Ça veut dire qu'on a été considéré longtemps comme des marabouts, des rebouteux, et beaucoup de médecins qui ont dénigré, et encore certains. Ça veut dire que pour eux, au début, quand j'ai commencé, il y en a beaucoup qui étaient attaqués pour exercice illégal de la médecine, parce qu'on faisait un diagnostic, mais c'était un diagnostic ostéopathique, et ils ne comprenaient pas, pour eux, le terme diagnostic, c'était vraiment réservé aux médecins. Alors que nous, on fait un diagnostic ostéopathique, c'est le terme qu'on emploie, mais on ne fait pas un diagnostic médical. Mais par contre, on va faire en sorte, si on sent qu'on ne peut pas prendre en charge la personne, on la réoriente. Ça veut dire qu'on a vraiment ce qu'on appelle des red flags, des drapeaux rouges, où en disant la personne me présente ça, bah, je ne vais surtout pas la prendre en charge. C'est comme une femme enceinte qui vient et qui se plaint de gros maux de tête, on prend sa tension et elle est au-dessus de 14,9. C'est une contre-indication à la prise en charge ostéopathique. Ça veut dire qu'on va la réorienter directement chez sa gynéco. On ne va surtout pas prendre de risques. On va identifier les risques. Ça fait partie de ce qu'on appelle le diagnostic d'opportunité. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui de prendre en charge la personne pour son problème? Mais oui, on a été dénigré. Il y a eu des procès, il y a eu des choses. Et puis maintenant, l'avantage, c'est que les médecins, ils acceptent. Alors les jeunes médecins, souvent, ils ont déjà été vus en ostéo. Donc ils savent comment ça fonctionne et ça joue aussi. Mais on retrouve encore quand même des sortes de barrières. Ouais, des barrières. Des barrières parce que on fait que 5 ans et puis... C'est fou de dire ça, que 5 ans, je suis désolée, mais moi ça me paraît tellement... Mais pour eux, par rapport à la médecine où ils font 10 ans, pour eux c'est vous avez fait que 5 ans d'études. Quoi. Ben oui, mais c'est 5 ans d'études et c'est 5 ans intensifs. Spécialisés en plus, c'est quand même... 5 ans intensifs, Et c'est énormément d'anatomie, c'est énormément, ça veut dire qu'il faut connaître le corps. Quand on pose ses mains à un endroit, on sait ce qui se passe en dessous. Donc au début, je me battais un petit peu contre ça. On dit, maintenant, je me bats plus. Moi, je pense aux patients. C'est-à-dire que les patients, ils ont confiance en l'ostéopathie, ils ont confiance en nous. Et après, c'est à nous de ne pas faire n'importe quoi, justement. De ne pas dire n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi non plus sur les réseaux. Et de leur montrer que l'ostéopathie, c'est quand même un vrai plus. Et puis tu sais aussi avec qui travailler, parce que pour le coup, des pédiatres ou des médecins, bien sûr. Tu connais ton réseau autour de toi qui sont des médecins de confiance. Qui sont des médecins de confiance, qui sont assez ouverts, et puis ils sont ouverts parce que justement, ils voient que nous, quand on a des limites, on n'est pas bête, on va leur donner le bébé, comme on dit. Donc il faut connaître ses limites. C'est comme tout métier, il faut connaître ses limites. Il y a des personnes qui sont meilleures que nous pour des spécialités. Et dans ce cas-là, il faut se faire entourer. Et moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est l'apport pluridisciplinaire. Ça veut dire que si on trouve que quelqu'un est plus compétent que nous pour faire en sorte que la personne aille mieux, vas-y, fonce. L'autre jour, j'ai une petite puce qui était hyper stressée parce qu'elle avait été mordue par un chien, par les trucs. À un moment, elle dit oui, j'ai vu que l'ostéopathie pouvait faire quelque chose. Moi, j'en ai discuté avec la jeune, et je dis peut-être qu'il y a d'autres choses, tu vas peut-être essayer d'aller faire de l'hypnose, faire d'autres thérapies, peut-être qui vont t'aider. Parce que pour moi, en ostéo, je vais t'aider sur quelques petites choses pour essayer que tu arrives à mieux gérer ton stress et tout ça, mais il va falloir enlever cette mémoire du chien qui l'a mordu, de ce traumatisme. Et enlever cette mémoire, il faut peut-être quelqu'un de plus spécialisé, ça peut être des psychologues, tout ça. Donc il faut toujours s'entourer avec les bonnes personnes.
Complètement, puis c'est vrai qu'on voit bien quand c'est complémentaire de métiers comme ça. Il y en a plein, des métiers qui peuvent être complémentaires à l'ostéopathie, mais je vois par exemple des cas où il y avait un enfant qui a une intolérance aux protéines de lait de vache et les parents errent comme ça. C'est souvent des parcours assez longs parce que le temps qu'on trouve que c'est ça Complètement. prend du temps. Et parfois, c'est l'ostéo qui va pouvoir dire, bah tiens, là, je vois qu'il y a de fortes possibilités pour que ce soit ça. Et pour le coup, s'il n'y a pas le médecin à côté qui peut prescrire un lait spécialisé pour le bébé, bah, on ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. C'est tout On a à fait besoin ça. des deux. Ouais. Et Nous, on a des petits tips comme ça, où on voit un bébé qui prend pas de poids. Ça fait partie de la base de tout. Ça veut dire qu'on regarde vraiment le bébé s'il prend du poids, s'il n'a pas de pathologie qui vont se développer comme des bronchiolites à répétition, des bronchites, des otites à répétition. Et là, on se dit, bah, peut-être qu'il y a quelque chose. Il prend du lait, il mange que ça pour l'instant. Bah, peut-être changer de lait, prendre un lait sans protéines de lait de vache ou un autre lait et tout ça, puis voir pendant 15 jours, 3 semaines, voir comment ça se passe, voir comment il est. Est-ce qu'il commence à reprendre du poids? Et là, on pourrait se dire, bah oui, on a une intolérance aux protéines de lait de vache. Et dans ce cas-là, moi, je demande toujours l'avis quand même, l'avis médical, en me disant, bah, c'est comme certains traitements, tout ça, mais il faut toujours avoir l'avis médical. Mais oui, ça fait partie de notre job, dans notre anamnèse, justement, d'essayer de voir. Parce que s'ils sont alimentés au sein, bah, je dis à la mère, bah, essayez de ne plus prendre de protéines de lait de vache, puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. C'est des exemples. D'où l'avantage d'un pôle comme le pôle plume, un pôle pluridisciplinaire où on va justement avoir plusieurs médecins et praticiens qui Et vont... puis, s'ils sont embêtés avec leur alimentation, bah, moi j'envoie aux diététiciennes. Des diététiciennes qui sont à même d'essayer de trouver les aliments qui peuvent conforter, s'il y a des allergies, s'il y a des intolérances, pour aider les parents, parce que les parents sont souvent démunis, et chacun son métier. C'est ça. Bah, c'est une belle boucle. Ouais, c'est une superbe boucle. C'est un beau métier, on s'éclate tout le temps. On se lève pas le matin, on est avec des pieds de plomb pour aller au travail, on est content d'aller au travail, quoi. Et qu'est-ce que tu aimerais du coup, toi, pour ton métier, pour les années à venir? Qu'est-ce que tu aimerais avoir rajouté? Il y a déjà beaucoup de choses parce que tu enseignes et tu exerces, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir évoluer, soit dans le métier en général, soit dans ta pratique à toi? Alors, dans le métier en général, je trouve qu'on est quand même sur la bonne voie. Sauf que il y a quelques petites choses qui me chagrinent un peu, c'est les ostéopathes qui sont en train de se taper dessus sur les ostéos qui sont très dans la recherche, pour prouver des choses, tout ça, qu'on est dans l'evidence medicine et practice, ça veut dire que tout doit être prouvé et tout ça, et qui dénigrent un petit peu les cliniciens là-dessus. Donc en fait, il y a beaucoup de conflits sur les réseaux actuellement. Les ostéopathes sont en train de temps en temps de se tirer une balle dans le pied. Ce que je dis, mais non, il faut avancer ensemble. Il y en a certains qui vont être très bons en clinique, il y en a d'autres qui vont être très bons en recherche, et il faut tous avancer dans le même sens. Il y a des choses qui peuvent être prouvées, il y a des choses, c'est difficile, même en médecine, c'est tellement difficile de prouver des choses que parce qu'il faudrait randomiser des études, tout ça, et pour voir si ça fonctionne et tout ça, mais on peut, pour moi, randomiser sur des nourrissons, par exemple, en disant, bah tiens, un bébé a une tête déformée, il y a un groupe où on va rien leur faire, puis il y a un groupe, moi je pourrais jamais faire ça. Bah oui. Donc non, là ça se tape un petit peu dessus, tout ça, donc c'est un peu dommage, j'espère que ça ira dans le bon sens. Ce que j'ai envie aussi, c'est que la qualité de la formation soit toujours excellente. D'où ton intérêt aussi pour contribuer à ça. Ouais, il faut être dans l'excellence, il faut montrer que c'est un métier qui a du sens, et c'est un métier où on apporte quelque chose, mais pour ça il faut être dans l'excellence. Ça veut dire qu'il ne faut pas dénigrer les études, il faut travailler tout le temps, et beaucoup d'anatomie, beaucoup de compréhension du corps humain, et on a encore énormément de choses à travailler dessus. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis pour moi, j'ai encore plein d'idées, parce que moi là je fais de la formation post-grad, donc pour les professionnels, pour les aider à s'éclater aussi en pédiatrie, sur les troubles de fertilité, tout ça, et suivi de femmes enceintes postpartum, c'est ce que je fais déjà. Et ensuite, après, ce que j'aimerais faire plus, c'est du compagnonnage. Ça veut dire que prendre par exemple un ostéopathe, un jeune ostéopathe au pôle plume, et puis qui travaille pendant une semaine ou 15 jours avec moi, et vous faire que des nourrissons, faire que de la pédiatrie. Et pour eux, voilà, ils sortiraient, parce que moi je fais plus que ça depuis des années, donc j'ai quand même
un peu plus d'expérience que ceux qui font 2-3 nourrissons dans la semaine. Ah oui, complètement. Donc leur apporter quelque chose et ça j'adorerais. Hein, c'est en prévision dans ma tête. En 2025-2026, je pense que je mettrai ça en place. Cool. Parce que plus il y a de personnes ailleurs, alors c'est même pas de la concurrence, parce que moi je trouve pas que c'est de la concurrence. On est tous, faut que tout le monde s'éclate, et puis moi je pense surtout aux patients. Ça veut dire qu'il faut des personnes compétentes dans chaque région, dans chaque ville, pour aider justement ces bébés à mieux évoluer, quoi. Merci beaucoup en tout cas parce qu'on a bien Ah bah, senti la passion du métier. On était bien, on était bien dessus. Ah bah c'était un grand plaisir de partager, hein. Je pourrais en parler des heures et des heures et tout ça, mais c'est vrai que c'est un métier de passion et on s'éclate tout le temps. Un grand merci à Franck de nous avoir embarqués dans son métier passion. On voyait et on entendait le plaisir qu'il a à accompagner toutes ces naissances. On espère que vous avez appris plein de choses avec cette plongée au cœur de l'ostéopathie périnatale. Et on vous dit à très vite pour en savoir toujours un peu plus sur la magie d'entreprendre en périnatalité.